le Moyen-Âge, on raconte que ce tombeau se remplirait régulièrement d'une eau pure et limpide au pouvoir miraculeux. Mais il ne s'agirait pas que de quelques gouttes. Certaines années, on aurait même extrait 300 litres d'eau du sarcophage. Généralement, ce type de lieu a une origine. Et pour cela, je vais devoir remonter plus de 1000 ans en arrière. Nous sommes à Arles-sur-Tech, un petit village situé en Catalogne, du côté des Pyrénées, c'est-à-dire du côté sud-ouest de la France. Dans cette région-là, au 9e, 10e siècle à peu près, il faut savoir que tout était désert. En effet, il y a eu l'invasion maure 100 ans plus tôt qui a déserté l'ensemble des villages dans les environs, et Charlemagne vient de faire une conquête pour récupérer l'ensemble des villages, permettant de nouveau à la population de se loger. Les Catalans récupèrent donc leur territoire, mais petit problème. La forêt pyrénéenne serait notamment remplie de diverses bêtes et animaux qui seraient notamment hostiles pour l'homme ou les bêtes d'élevage. Parmi ces animaux et créatures dangereuses, il y a notamment les simios. Ce sont l'équivalent de singes un peu plus gros, un peu plus monstrueux, et qui apporteraient danger à toute personne ou animal d'élevage qui se situerait dans les alentours. La légende commence avec Arnulf, un homme venant habiter sur Arles-sur-Tech, et cherchant à venir rétablir cette situation, à ce qu'il y ait de nouveau une sorte de paix et que les hommes puissent se rétablir dans ce petit village. Il décida un jour de s'embarquer dans un voyage jusqu'à Rome pour rétablir cette situation. Une fois là-bas, il demandera à être simplement écouté, à pouvoir exposer l'ensemble des problématiques qui sont présentes, et le Saint-Père prendra notamment en compte toutes ces informations. Il lui proposera de prendre une relique parmi toutes celles présentes à Rome, tant que ces reliques ne sont pas trop importantes d'un point de vue du christianisme. Arnulf se retrouve donc embêté face à un choix qu'il doit faire, c'est-à-dire quelle relique prendre et emmener jusqu'à son pays, qui pourra effectivement l'aider. Il n'aura pas la réponse en essayant de farfouiller, etc. et se mettra à faire des prières, à méditer, jusqu'au stade où il tombera de sommeil et plongera dans les songes. C'est dans ces songes qu'il aurait notamment rencontré Abdon et Sémène, notamment deux saints qui étaient présents à l'époque, anciennement perses, qui ont été persécutés à Rome et enterrés sur place. Ces deux hommes dans son songe lui disent l'endroit exact où ils sont enterrés, avec notamment chacun une relique présente. Ces deux saints auraient notamment demandé à ce qu'ils justement rapporte ces reliques spécifiquement jusqu'à l'endroit où il habite. Il se réveille peu après, il va vérifier aux endroits indiqués, il aurait trouvé notamment ces deux saints enterrés, et en ayant fait la demande d'embarquer ces reliques, le Saint-Père aurait accepté. Cependant, avant de faire le chemin du retour, il était notamment inquiet de l'ensemble des valeurs qui peuvent être présentes. C'est sûr que lorsque l'on a deux reliques, ça a une certaine valeur. Il décidera donc de mettre ces deux reliques dans un tonneau, lui-même dans une barrique encore plus grosse, et remplir la barrique d'eau. Si quelqu'un décide de boire à cette barrique-là, il se rendra probablement compte que ce n'est que de l'eau, et de cette manière-là passera sur un autre tonneau. Il prépare donc tout cela, mais avec une petite précision, l'eau qu'il aurait récupérée pour remplir la barrique, et notamment l'eau qui est utilisée dans le baptistère, c'est-à-dire une eau qui aurait été utilisée par les premiers chrétiens pour être baptisés. Il fait donc le chemin du retour en navire, il serait arrivé notamment à la ville de Reuss, qui est probablement l'actuelle ville de Rose. Cependant, lorsque vous commencez à partir de la ville portuaire et que vous rentrez un peu plus dans les terres, eh bien vous êtes dans des montagnes pyrénéennes. Donc vous avez beaucoup plus de chemins arpentés, caillouteux. En bref, seul un âne peut, du coup, circuler et transporter les fameuses reliques. La barrique passe donc sur un âne, et c'est ainsi qu'il part avec un guide sur le chemin avec cet âne en direction d'Arles-sur-Tech. Cependant, sur la deuxième partie du trajet, il va y avoir un imprévu. L'âne va notamment se retrouver blessé à devoir dévaler une pente avec le contenu des reliques. Arnulf, face à ça, se retrouve complètement dépité et malheureusement n'a pas le choix que de finir son chemin jusqu'à Arles-sur-Tech, attristé et ne voulant surtout pas revenir à Rome pour dire qu'il a perdu deux reliques. Un temps passe, et un beau jour, Arnulf se rendra compte que l'âne, en question avec les deux reliques, débarque de lui-même au sein du village d'Arles-sur-Tech. À la fois surpris mais heureux de retrouver ses reliques, Arnulf va directement s'occuper et décharger l'âne. Les deux reliques sont immédiatement protégées et conservées dans l'église d'Arles-sur-Tech. Il décidera de mettre cette eau dans un cercueil vide qui était situé à côté de l'église, en ne sachant pas trop quoi faire avec, mais bon, ça peut servir un jour. Le temps passe, et un beau jour, un lépreux est présent au sein du village d'Arles-sur-Tech. Les moines décideront d'essayer cette eau sur ce lépreux qui, notamment, en guérira. C'est ce qui donnera ainsi la connotation de cette eau comme étant importante par les moines, et de cette manière-là, être donnée à plusieurs personnes malades pour pouvoir être guéries. Voilà au sujet de cette légende datant du 9e, 10e siècle après Jésus-Christ. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose de récupérable ou
de facilement creusables. On est déjà plus de 1000 ans en arrière, donc c'est dur d'avoir des sources. On a bien la liste des abbés du village d'Arles-sur-Tech. Arnulf n'y est pas cité. Cependant, on n'a aucune précision sur le fait que Arnulf soit bien l'abbé du village. Suite à cette légende, on va avoir un bon millier d'années où les gens vont facilement remarquer deux choses. La première, c'est qu'ils vont considérer cette eau comme étant bénite, ayant des propriétés miraculeuses. En tout cas, qui aura fait des soins et des guérisons miraculeuses auprès de certaines personnes. Que ça soit en 1200, où le seigneur de Taillé aurait guéri par cette eau miraculeuse un cancer de son visage. On a tout un tas de témoignages comme ça qui s'écoulent au fur et à mesure du temps. Forcément, plus c'est ancien, plus c'est difficile d'aller récupérer la source de départ par rapport à ça. Néanmoins, il y aurait plusieurs incidents, situations qui, en tout cas, approuveraient une guérison miraculeuse par cette eau. 1945. Après l'horreur de la guerre, la montagne pyrénéenne a retrouvé toute sa sérénité. Ce jour-là, comme le veut la tradition, le 21 juin, les enfants d'Arles ont organisé un feu de la Saint-Jean. Jean-Pierre Vergès vient alors d'avoir 8 ans. Les uns après les autres, les enfants s'amusent à sauter au-dessus du feu. Jean-Pierre est gravement brûlé. Des braises incandescentes se sont incrustées dans sa peau. Je vois ma grand-mère me tamponner les jambes, qui étaient donc bien brûlées, avec des braises encastrées, avec de l'eau, faire des prières et me tamponner avec de l'eau des seins. J'ai été guéri très rapidement et je n'ai pas une cicatrice. Je suis quand même très mal placé pour ne pas croire à mon Dieu, à la puissance de cette eau. Une deuxième chose que l'on remarque au sujet de ce sarcophage, c'est qu'il se remplit toujours d'eau. Et on se pose la question de comment est-ce possible, car si c'était une intrusion d'eau de manière volontaire par quelqu'un, la supercherie durerait donc plus de 1000 ans, ce qui serait un peu surprenant. On cherche donc une explication un peu plus terre-à-terre face à ça, et malheureusement, même si en 1700 les premiers travaux au sujet de ce sarcophage ont été tentés, c'est-à-dire vider complètement le sarcophage, s'amuser à faire des mesures, eh bien ça ne donnera pas grand-chose. Les premières traces d'hypothèses fortes, c'est-à-dire avec des arguments convaincants mais ne prouvant pas l'hypothèse, ont plutôt commencé à être tracées après 1910. En effet, 1910, on a notamment l'abbé d'Arles-sur-Tech qui demande à avoir une explication par rapport à ça, et qui va mettre notamment 1000 francs sur la table pour quiconque arrivera à expliquer le phénomène qui se passe. À partir de cette date, on commence à avoir beaucoup plus d'hommes de science qui se déplacent au sujet du sarcophage. Je ne vais pas citer toutes les recherches qui se sont faites sur ce sarcophage-là, je ne vais vous citer que 2 d'entre elles, parce que c'est celles qui, premièrement, ont eu la plus grosse avancée au sujet de ce sarcophage, et deuxièmement parce que c'est celle qui aura la plus grosse impact d'un point de vue aussi popularité. La première recherche date de 1961. Elle est faite par Perrard et Le Borgne pour une revue scientifique nommée La Houille Blanche à l'époque. Ils arriveront au début de l'année pour poser leurs divers outils. Hélas, pendant 2 mois, il ne pleuvra pas beaucoup et pas grand chose d'évolution au sujet du sarcophage. Puis, le 10 avril 1961, ils vont commencer à remarquer jusqu'au 23 avril quelque chose d'assez intéressant qui va évoluer sur le sarcophage. En effet, il va se mettre à pleuvoir. Et en parallèle, le sarcophage, lui, va se remplir. Ils vont prendre la hauteur d'eau qui est présente au fond du sarcophage et se rendre compte que l'eau en question augmente avec un décalage de 5 jours par rapport à la pluie à ce moment-là. À la suite de ces recherches, eh bien, on va commencer un peu à jouer avec les lignes et surtout lorsque ça va prendre de la popularité. On continue avec le 8 juillet 1992 où le sarcophage va enfin être présenté au grand public par le biais de l'émission Mystère sur TF1. Les gens vont donc avoir un attrait au sujet de ce sarcophage, et certains vont même jouer un peu entre les lignes.
parce qu'effectivement le premier groupe de recherche précise bien que c'est une raison principale de l'existence de l'eau dans leur sarcophage d'un point de vue de leurs études et de leurs recherches, mais cependant ils n'ont pas prouvé toute la justification de la quantité d'eau qui est présente dans le sarcophage. Ils disent juste que principalement ça peut être lié avec la pluviométrie, et voici les mesures qu'on a fait en face. À la suite de cette émission mystère, les choses vont se tasser de nouveau. Il est temps de vous parler des recherches qui ont le plus avancé au sujet de ce sarcophage-là, donc de 1998 jusqu'à 2001, par Bessens, Muselli, Ferrari et Janka. Sur les premiers mois, ils vont apporter certaines informations qui ne vont pas décrédibiliser la première recherche, mais qui vont mettre en avance certaines erreurs, certaines fautes qui ont été faites sur la première recherche. Premièrement, ils remarqueront que le fait de prendre une hauteur de centimètres d'eau pour le fond du sarcophage, eh bien ce n'est strictement pas une bonne idée. Parce que le fond du sarcophage n'est pas plat horizontalement, non, il est légèrement arrondi vers l'intérieur, et qui plus est, il est incliné un peu vers l'avant et un peu sur le côté. En fonction de l'endroit où vous êtes au fond du sarcophage, si vous prenez votre hauteur en centimètres ici, là ou là, eh bien vous obtenez du coup des valeurs différentes, et chose qui est manquante au sujet de la première recherche. Ils continuent leur recherche au fur et à mesure des mois et se rendent compte que la pluviométrie ne serait pas non plus la raison principale de la présence d'eau dans le sarcophage. Parce qu'en effet, pour eux, ça leur paraît suspect que l'eau puisse traverser en 5 jours le sommet du sarcophage sans qu'il puisse traverser le fond du sarcophage en lui-même. Quelques hypothèses étaient avancées, mais pour eux, c'était pas leur hypothèse prioritaire. Ils vont notamment réussir à justifier ça en expliquant que le sarcophage en lui-même, de la configuration dont il est, possède une zone morte. Or, juste avant les recherches de 1961, les moines ont confirmé qu'ils avaient complètement vidé le sarcophage. C'est-à-dire que cette zone morte qui était présente, eh bien, se remplissait plus rapidement, jusqu'à 2,5 litres. Puis ensuite, derrière, se progressait beaucoup plus lentement. Et c'était donc un volume à ne pas prendre en considération, chose que la première recherche a probablement fait sans le savoir. Le deuxième groupe de recherche va donc prendre plus d'informations que ça, se poser un petit peu et faire quelques calculs mathématiques de volume, et vont se rendre compte que la mesure à prendre en compte n'est pas la hauteur de centimètres d'eau, mais plutôt le volume global qui est présent au fond du sarcophage, ainsi que quelques données telles que la température, ou encore effectivement la pluviométrie, pour ainsi donner définitivement quelle est la raison principale, mais aussi les raisons secondaires de la présence d'eau dans ce sarcophage. Et à la fin des recherches, malheureusement, ils n'arriveront pas à prouver et à déterminer à 100% d'où vient toute l'eau qui est présente au sein du sarcophage. Ils arriveront cependant à dire que la pluviométrie n'est pas la raison principale, c'en est une mais elle est plus secondaire, et que la principale raison de l'eau dans ce sarcophage vient principalement de la condensation. Ils ont déjà réussi à prouver que oui, il y avait bien de l'air qui circulait à l'intérieur de ce sarcophage. Bon, certes, il y avait déjà des trous assez apparents à la base du couvercle du sarcophage, parce que la température à l'intérieur du sarcophage est quasiment équivalente à la température de l'extérieur du sarcophage, et cela pendant les 3 ans. La circulation de l'air aurait notamment apporté du coup une fraîcheur à l'intérieur de ce sarcophage-là, et avec les jeux de nuit et de jour, viendrait du coup se restituer au niveau de la pierre, puis couler au fond pour arriver tout au fond. Voici la raison principale qu'ils apportent. Bien entendu, si vous êtes intéressé par le contenu de ces deux recherches, je vous mets les liens en description, comme ça vous avez la revue scientifique de la houppe blanche pour la première recherche, et vous avez la deuxième recherche, tout expliqué en PDF aussi. Nous arrivons au 16 janvier 2009. À ce moment, les 30 histoires les plus mystérieuses, toujours sur TF1, va récupérer l'ensemble de l'émission Mystère publiée à l'époque, le redécouper pour que ça soit un format plus court, pour ensuite le présenter dans sa série et le rediffuser plusieurs fois dans des émissions postérieures. Nous arrivons ainsi à aujourd'hui, et concrètement, eh bien, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Eh bien que d'un point de vue scientifique, la quantité de l'eau totale qui est produite dans ce sarcophage n'est pas prouvée à 100%, cependant, on a déjà une bonne ligne guide avec la notion de la condensation, apportée par la deuxième recherche, qui met beaucoup plus de côté la première hypothèse que l'eau traverse le couvercle du sarcophage en 5 jours, et notamment le côté de la pluviométrie. Du côté de la croyance, on a une légende qui viendrait expliquer ce côté eau bénite, du coup, qui daterait du 9e-10e siècle, et qui viendrait encore aujourd'hui soigner de nombreuses personnes réclamant cette eau-là. Il y a cependant plusieurs choses qui se font toujours aujourd'hui. Si vous allez le 30 juillet à Arles-sur-Tech, vous aurez le plaisir de découvrir la fête de Sénène et d'Abdon.
c'est une journée et un lieu qui, de mon point de vue, est intéressant à voir, à profiter, même si vous n'êtes pas du domaine de la croyance. Et c'est uniquement pendant ce jour-là que, publiquement, vous pourrez récupérer de l'eau bénite de la part de l'église. Ouverture de parenthèse, bon, il va y avoir quelques petites exceptions si vous justifiez bien, mais ça c'est un dialogue que vous allez avoir avec les moines présents sur l'église. Vous pouvez aussi visiter l'église qui a contenu ces 2 reliques-là, et à la fin, à ce que j'en ai compris, il y aurait même dans la petite partie boutique, quelques petites fioles qui seraient vendues avec cette eau bénite. Voilà au sujet de ce sarcophage qui produirait à l'infini de l'eau et qui donnerait de l'eau miraculeuse. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté bon nombre d'informations un peu plus claires sur ce sarcophage. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vous, et surtout, gardez l'œil ouvert. Le sarcophage n'a pas encore livré son secret. Un secret